La télé d'ici se consacre entièrement, pleinement ce soir à la question des fake news, ou si vous le voulez bien, à la désinformation, à l'intoxication, à l'infox. Enfin, les appellations sont diverses et variées. Pour revenir donc tout simplement au concept de désinformation. D'où partent les fake news? Quelles sont les formes de fake news? Comment se construisent ces fake news? Et en gros, comment déceler en fait une information vraie d'une information fausse? Et finalement, à qui profite le crime? On en parle volontiers ce soir avec deux invités. Lassina Sermé, président du réseau des professionnels de la presse en ligne, et Israël Guébo, journaliste, tout simplement. Avec eux, on reviendra évidemment donc sur ces questions précitées à l'instant. Et puis pour le volet artistique de la scène de la télé d'ici, on recevra l'artiste chanteuse Titi qui nous reprendra deux titres sur la scène de la télé d'ici. Il y a le coronavirus, il y a le Covid-19, mais il y a d'abord et avant tout la vie. La vie est belle et surtout sur NCI. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Ici, bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI. Ce soir, on va parler des fake news. Et alors, j'ai appris quelque chose hier. Ce n'est pas du tout une fake news. En fait, le terme corona existe bel et bien chez les Sénoufos. Voilà, corona, qui veut dire tout simplement reste ici. En vérité, une femme qui perd deux de ses enfants après accouchement a tendance donc à donner ce prénom, Corona, donc à son troisième enfant. Question de lui dire, ne pars pas, reste avec nous. Fort heureusement, le Corona n'a pas été découvert chez les Sénoufos. C'est ce qui est rassurant. Lassina Sermé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir à Israël Guébo, bienvenue. Bonsoir, Cheikh, merci. Avec vous, on va parler de fake news. Je ne sais pas si vous êtes des spécialistes de fake news ou quoi, mais bon, écoutez, on va partager vos expériences respectives. Ça va, princesse? Très bien, Cheikh, merci. Pierre, ça va? Bonsoir, ça va? D'accord, on respecte ce soir la distanciation sociale qui nous est imposée. Bon, on va faire avec, on va rester dans l'air du temps. Alors, messieurs, en gros, c'est quoi une fake news? Quel distinguo faites entre fake news, donc une désinformation, et puis une parodie? On peut peut-être récupérer une information qui est peut-être vraie, et puis on se dit, bah, écoutez, vu que j'ai un sens de l'humour, je vais plutôt la détourner d'une certaine façon. Alors, comment on fait le distinguo? Alors, merci beaucoup, Cheikh, de nous inviter sur ce plateau, surtout en cette période de crise sanitaire, pour essayer de décortiquer ce poison social. En réalité, c'est comme ça que nous qualifions une information fausse ou alors, le fake news. Pour nous, d'abord, il faut aller à l'essence. C'est un phénomène qui existe depuis fort longtemps dans le milieu, mais qui est revenu en vogue depuis 2016. Quand vous dites dans le milieu, vous parlez de la presse? De la presse, dans le domaine de l'information, bien sûr. Alors, depuis 2016, à la faveur donc, de l'élection de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui a beaucoup parlé de fake news dans un peu plus de 200 tweets. En tout cas, depuis lors, le phénomène est revenu de façon récurrente et a encore pris de l'ampleur. Alors, c'est une manière de manipuler, en fait. Donc, ça peut être à but politique ou alors idéologique, donner de l'information sous un angle. Et comme on l'a dit, il y a plusieurs typologies. De façon dérisoire, on peut manipuler également. Donc, il y a plusieurs catégories dans lesquelles nous allons rentrer dans le sujet. Israël? Alors, pour répondre à la question entre la différence entre le fake news et la parodie, il faut savoir que le fake news, c'est une déformation d'un message d'un émetteur vers un destinataire. Ça peut être fait à dessein ou ça peut être fait parce que la personne ne savait pas. Alors, à la différence, la parodie, c'est un... Vous savez, dans les genres journalistiques, il y a ce qu'on appelle la satire, donc qui existe. C'est cela. Donc, on prend une information et on décide de la tourner en dérision afin de faire passer un message. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui se sont spécialisés dans la parodie. Je vais citer comme ça, par exemple, le Gorafi, qui est l'un des plus connus ici, je vais dire, dans le monde francophone. Ou alors footballfrance.fr et non France Football.
ou state.fr au lieu de Slate, C'est cela. Et donc, il y a ces sites-là, par exemple, qui détournent l'information. Le problème, c'est que finalement, l'auditeur, la cible finale, ne sait pas que c'est de la parodie et donc va prendre ces informations pour argent comptant et les diffuser à une grande échelle. C'est dangereux ou pas, les fake news? C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que c'est dangereux surtout que les personnes qui vont s'abreuver de ces informations-là ne mesurent pas le fait que, en les diffusant, elles contribuent à ventiler une mauvaise information et qui est parfois faite à dessein pour atteindre quelqu'un, faire du mal à des personnes. Et les fake news peuvent embraser tout un pays et mettre tout un pays en difficulté. D'accord. Pierre, vous nous avez préparé quelque chose justement sur les fake news. Alors oui, on va se livrer à un petit exercice d'analyse sur une vidéo qui est parue en octobre 2018, donc une information vraie. Donc un véhicule en provenance d'Adjamé chute du pont de Gaulle et tombe dans la lagune, un embouteillage observé. Donc ça, c'est un message qu'on reçoit par push via les agences presse. Et qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux? Eh bien, tout le monde va s'emballer et l'information va être relayée à grande vitesse. Donc de véhicules, on va passer à Gbagka et l'information va être reprise sur le site du gouvernement, comme sur la capture d'écran que vous avez vue tout à l'heure. Donc certains internautes vont même commencer à annoncer que l'accident est très grave et que 18 personnes sont mortes sans précision et sans annonce officielle. Eh bien, pourquoi 18 ? 18 tout simplement parce que c'est le nombre de places que peut contenir un Gbagka tout simplement. Donc 18 morts, ça commence à faire réagir. Donc les médias s'emparent de l'information et on va retrouver cette information en titre, par exemple, du journal Le Temps, le 5 octobre 2018. Sauf que voilà, ici, aucune information n'a été vérifiée. Donc si vous voulez bien, on va refaire le travail ensemble à partir de la vidéosurveillance de la police. Donc là, on va bien regarder la vidéo jusqu'à la fin et comprendre un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est la fameuse voiture, le fameux véhicule qui tombe bien du pont de Gaulle. Donc on remarque ici. Voilà, image tragique. Et alors, comment on va arriver à vérifier cette information? Eh bien, c'est justement à partir de la vidéosurveillance qui arrive ici. Donc on voit qu'il y a un Gbagka effectivement à côté, mais si on s'arrête sur le véhicule qui est censé être celui dont on parle ici, on remarque bien, qu'il n'y a pas d'ouverture sur les côtés, pas d'ouverture derrière, qui est totalement différent de l'image du Gbagka. Et c'est une fourgonnette. C'est une fourgonnette, voilà. Donc tout d'un coup, on passe de 18 morts à 2 morts. Donc voilà, il faut... Et le plus dangereux, c'est qu'un journal, relaie l'information. Relaie l'information, voilà. Donc là, encore une fois, il faut prendre le temps d'avoir des annonces officielles. Une annonce qui est arrivée, bien sûr, après par le GSPM. Et donc, bien sûr, fourgonnette, malheureusement, 2 morts, mais pas 18. Et non, ce n'était pas un Gbagka. D'accord. Voilà. Comment vous expliquez que des professionnels de l'information puissent justement reprendre ces informations et même les barrer en une sans une vérification préalable, messieurs? Oui, mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux du métier. En Côte d'Ivoire, nous avons un code de déontologie, de l'éthique, qui a été révisé en février 2012. Et dans l'article 2, l'article 2 stipule qu'on ne doit pas diffuser une information sans la véracité, l'exactitude de cette information ne soit établie. Absolument. Donc le journaliste, quand vous avez une information, alors il faut aller sur le terrain. Il faut interroger les personnes ressources. Ici, dans notre cas, le journaliste aurait pu s'adresser, par exemple, au GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, se rendre tout simplement sur le terrain, surtout que les faits se déroulent à Abidjan, prendre son véhicule de reportage, aller sur le terrain, que de se contenter des brèves d'informations qui nous remontent du terrain via des témoignages qui ne sont pas forcément vérifiables. Alors, notre code de déontologie nous oblige à publier une information que lorsque l'origine, la fiabilité et l'exactitude sont établies. Israël Guebo, ça vous inquiète, ça, ou pas? Oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous sommes à la course au buzz, à la course au scoop, et cela n'est pas seulement vrai uniquement pour la Côte d'Ivoire, et même il y a des médias internationaux qui se laissent aller. Et d'ailleurs, l'un des instruments utilisés par les journalistes aujourd'hui, c'est le conditionnel.
C'est cela. On va te dire que... Pour se mettre un peu à l'abri. Autant, je vais le dire, le conditionnel, ce n'est pas du tout journalistique. Le journaliste doit dire les faits. C'est cela. Il doit dire ce qui est, mais pas ce qui devrait ou ce qui serait. Et donc aujourd'hui, beaucoup de journalistes se réfugient derrière le conditionnel pour annoncer une information. Si elle est fausse, on dira qu'on l'a mis au conditionnel. Et si elle est vraie, on dira qu'on a été les premiers à donner l'information. Donc cette course au buzz, cette course au scoop, fait que les journalistes foulent aux pieds les règles élémentaires de journalisme qui consistent à vérifier de l'information, à récupérer l'information et à en mesurer l'opportunité de la diffusion. Et c'est d'autant plus important ce que vous dites que nous sommes quand même dans une société où une bonne moitié de la population est analphabète. Oui, et même n'est pas au fait de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Combien de personnes aujourd'hui peuvent faire la différence entre ce qui est barré à la une et vont à l'intérieur du journal? C'est cela. Combien de personnes, la fameuse titrologie. Voilà, combien de personnes savent faire la différence entre le titre et l'intérieur? Donc il y a une vraie éducation à mener et aujourd'hui, non, on ne le fait pas. Et les journalistes jouent là-dessus parce qu'ils savent que toute la population n'est pas forcément au fait de ce genre de situation. Quelles sont les formes de fake news? Est-ce qu'on pourrait classifier, enfin, est-ce qu'on pourrait sortir une sorte de typologie de fake news? C'est possible ou pas? C'est vrai que les professionnels ont essayé de faire une classification, mais pour moi, je pense que quand on parle de désinformation, de misinformation ou de fausse information, pour moi, c'est de la mauvaise information. À partir du moment où le message qui est porté au destinataire a été tronqué, a été dérouté, a été modifié, pour moi, c'est de la mauvaise information. Et parfois, c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais atteindre tel objectif, en ce moment-là, je vais enlever des éléments à l'intérieur de l'information ou je vais rajouter des éléments qui vont faire que, sur la base d'un fait qui est vrai, je vais soit l'amplifier et donner l'impression que, in fine, c'est vrai. Princesse. Qu'est-ce qui fait d'un sujet un super sujet de fake news? Et quels détails on doit inclure dedans pour que ça fasse un... Est-ce que c'est très grave. Elle a le mindset d'un tueur en série. En gros, comment constituer une vraie fake news, quoi. Non, je vous disais tout à l'heure, there are no fake news, there are alternative facts. Selon Kylian Conway. Il n'y a pas de fake news. Il y a des alternatives. Enfin, OK. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kylian Conway, qui est la première conseillère du président. Et pendant Meet the Press, donc la rencontre... Président Trump. Trump, l'actuel président des États-Unis. En gros, le président avait dit qu'il y avait plus de gens le jour de la cérémonie de son... Présentation de son... voilà. Et donc, on lui a demandé, oui, mais vous savez bien qu'il ment. Elle dit non, il n'a jamais menti. Ce sont des alternative facts. Donc, ce sont des faits alternatifs. Il y a deux choses. On peut décider, par exemple, de regarder une information en regardant le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est cela. Ce n'est pas une fake news. Par contre, lorsqu'on ment sur une information, c'est totalement des fake news. Et en général, ça se base sur du sensationnel, sur des actions d'éclat, sur des grands événements. Tout à l'heure, on a vu dans la vidéo sur un accident, sur un événement, quelque chose qui va susciter l'intérêt de tout le monde. Et derrière, on va manipuler de l'information. Donc, pour qu'il y ait la recette, pour qu'il y ait un vrai fake news, il faut qu'il y ait déjà un fait qui suscite l'intérêt, qui est sensationnel. Et derrière, il faut qu'on ait une volonté manifeste de tronquer l'information et de vouloir la manipuler. À quel but? Politique, économique, ainsi de suite, ça, à nous de voir. Et quel public? Parce qu'on parlait tout à l'heure... Lassina qui voulait peut-être réagir. Non, je voulais dire... Oui, en fait, il faut faire aussi la part des choses. On peut donner des fake news, pas forcément de façon délibérée. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, a priori, ça peut ne pas être l'intention du journaliste. Mais c'est pourquoi il faut retourner encore une fois aux fondamentaux. C'est-à-dire que rester chez soi, prendre des brèves d'information, si on ne fait pas attention. Et ces derniers temps, on a vu des confrères, des médias, on va y arriver, formellement constitués, qui auraient pu passer par le processus de diffusion de l'information, mais qui ne l'ont pas fait et du coup, qui sont tombés dans le coup des fake news. Et donc, on parlait d'analphabétisme tout à l'heure. Quel est vraiment le public visé Je pense que c'est un peu tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment de l'objectif que veulent atteindre ceux qui lancent ces fake news. Parfois, et là, c'est vrai, on s'auto-flagelle en tant que journaliste, c'est vrai, on le fait, c'est de bonne guerre. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément uniquement les journalistes qui le font. Aujourd'hui, de plus en plus, les populations ont accès aux médias sociaux. Elles sont plus près de l'information que d'autres. Et parfois, ces informations-là peuvent être envoyées pour s'attirer des likes, du buzz et tout ça. Ou alors pour détourner cette information afin d'obtenir un but bien précis. Donc aujourd'hui, c'est important de se dire que les populations qui utilisent ces fake news-là parfois ne le font pas sciemment,
mais ont besoin de savoir qu'en le faisant, elles mettent tout un pays en danger, toute une communauté en danger. Ce que dit Princesse, ce qui est hautement important, c'est qu'il y a une façon de maquiller, en fait. Il y a des fake news qui, tout de suite, quand on regarde, c'est trop gros, ça ne peut pas passer. Et par contre, il y a des informations qui sont des fake news, mais qui sont tellement bien présentées que finalement, on y croit. Là, c'est plus lié au niveau d'instruction de la population, c'est vraiment l'auteur de fake news qui a vraiment poussé la réflexion très loin et tout. Alors Pierre, vous nous avez fait une sorte de classification, finalement? Oui, on a essayé de recenser un peu. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais sur certains médias, on peut voir, par exemple, la fake news de propagande qui serait à but d'endoctrinement. Donc, ça va provenir d'une autorité quelconque, d'un État, lobby ou une religion qui vise à endoctriner ou imposer une fausse vérité émanant de cette autorité. Ensuite, vous aurez la fake news complotiste. Donc, on en voit passer beaucoup en ce moment, qui a à but de déstabiliser, et provient de personnes ou de groupes organisés qui se disent des contre-pouvoirs et donc qui vont viser à faire croire que certaines autorités établies, des gouvernements ou des multinationales mentent volontairement sur des sujets graves. Donc, on a pu le voir ça avec le coronavirus et l'idée que ça avait été créé par l'Institut Pasteur. Donc, ensuite, vous avez la fake news d'opinion, qui sert à imposer une idée. Donc, une fausse information volontairement créée pour appuyer l'avis d'une personne tierce ou d'un groupe de personnes. Et après, vous allez avoir la rumeur qui peut avoir un but commercial ou tout simplement de dénigrer. Et ensuite, on va aller sur du plus léger, sur du buzz, qui peut avoir un objectif commercial. Et après, vous avez les canulars, les hoax, la satire et la parodie qui sont à but de divertissement. D'accord. Messieurs, mettons-nous un peu dans la tête des faiseurs de fake news. Est-ce qu'on peut les appeler des fake news? Qu'est-ce qui les motive? Quel intérêt on a à fabriquer une fausse information quand on sait surtout que ça peut avoir des conséquences regrettables sur la population, sur les citoyens? Vous vous souvenez à l'époque, dans un pays des régions de collines? C'est cela, au Rwanda. Au Rwanda, en avril 1994. Des gens ont décidé de fabriquer une information de toutes pièces dans une usine pour monter des uns contre les autres. Intention politique. Donc, mettre des personnes en guerre afin de prendre le pouvoir ou d'avoir le pouvoir. Donc, ça peut avoir des objectifs politiques. Ça peut être aussi, par exemple, à but commercial. Un concurrent monte une fausse histoire contre son adversaire et le met en difficulté afin de vendre un produit. D'accord. Je crois que fondamentalement, toutes les fake news ont un dessin, à part la parodie par exemple, ont un dessin malsain, si je peux le dire ainsi, et de mauvaises intentions. Et c'est ce qui est dangereux. Dans un environnement comme le nôtre, on l'a dit, il y a beaucoup d'illettrés, où les personnes qui vont recevoir l'information ne vont pas se poser la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Elles vont récupérer cette information-là, et sur la base de cette fausse information, vont adopter un comportement, une attitude vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis d'une personne. Et c'est extrêmement dangereux. Dans un pays, notamment Côte d'Ivoire, où on court après la réconciliation, c'est vraiment dangereux, les fake news. Finalement, ce n'est même pas lié à l'illettrisme, je pense. Parce que, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un screenshot de quelqu'un qui est quand même allé loin dans les études et qui me demande, tu peux vérifier ou pas, c'est vrai ou pas? Bon, donc, voilà. La motivation... Oui, comme l'a dit Israël, pas plus tard que l'année dernière, vous avez vu ce qui s'est passé à Béoumi. Quelqu'un a envoyé un message sur les réseaux sociaux, vous avez vu les répercussions. C'est cela. Et les communautés se sont embrasées à Béoumi. Donc, pour dire que, comme il a dit, l'objectif, c'est malsain. Embraser des populations, des communautés, attends, ce n'est pas fait pour la cohésion sociale. D'accord. Donc ça dépend de ceux qui sont derrière. Et comme on l'a dit, l'objectif principal, c'est de manipuler en fait. Et c'est souvent appuyé, sinon illustré par des images prises ailleurs. On a vu une fameuse vidéo malheureusement, tristement virale qui montrait donc des affrontements de communautés ailleurs, dans un tout autre pays qui remonte à plusieurs années, que des gens ont associé donc à la Côte d'Ivoire. Le temps de réaliser que ce n'est pas en Côte d'Ivoire, bon, le mal est déjà fait, c'est très compliqué tout ça. Et tous les jours, ça circule. Et même hier, moi, j'ai vu des images qui circulaient avec beaucoup de cercueils. On disait que non, c'est ceux qui sont tués, qui sont morts du coronavirus. Alors que quand tu fais du fact-checking, pour vérifier la première vidéo, tu te rends compte, non, ce sont des morts de Lampedusa, je crois, des migrants. Oui, d'accord. Voilà, vous voyez, donc... Alors, le thème est lâché. Fact-checking, est-ce qu'on en fait? Il faut en faire. Suffisamment. D'accord. Il faut en faire. Et pour en faire, il y a quelques clés, simples. Moi, la première chose que je dis à tout le monde, c'est que la posture à avoir, c'est que toute information qui vient à moi est fausse.
Ah bon? Je parle de ce postulat-là. Ensuite, D'accord. quitte à moi, aller vérifier l'information. Et pour vérifier l'information, j'ai 2 ou 3 astuces. La première chose, j'ai vérifié d'abord le titre d'une information. Tous les titres qui sont racoleurs, qui sont sensationnels, tout ça, je les mets de côté. Je vais aller vérifier. Ensuite, je vais regarder les photos. Quand une photo arrive aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de vérifier facilement une photo. Vous prenez une photo, vous la mettez dans Image Google, vous cliquez, et elle vous sort tout de suite la photo. L'origine, l'auteur même parfois. Donc, il y a quelques astuces comme ça. Mais il faut toujours se dire qu'une information qui vient à moi est totalement fausse. Hier, je reçois dans ma messagerie privée quelqu'un qui me dit ne sors pas de chez toi à 23h parce qu'un hélicoptère va circuler et arroser. Avec j'ai reçu ça de quelqu'un mais qui est cadre. Quoi. Voilà, et donc je dis, moi je me suis mis à rire. C'est pas possible, c'est même pas plausible. Je veux dire, c'est trop gros. Voilà. Mais nous, on a le réflexe de vérifier, mais certaines personnes vont le prendre. Et puis, tout à fait. Voilà. Et là, on entend tellement de choses, mais tellement de choses qui passent par rapport au coronavirus. C'est juste hallucinant. C'est ça. Non, c'est pourquoi j'ai dit ce plateau vraiment est le bienvenu pour sensibiliser les populations. Il faut faire attention. Il ne faut pas forwarder tout ce qu'on reçoit comme information sans avoir... On va arriver justement à la responsabilité des forwarders, ceux qui reçoivent et qui dispatchent. Ouais, dispatch, voilà. Même si WhatsApp a fait l'effort de circonscrire à 5 personnes pour un envoi multiple. Mais bon, je ne pense pas que ça ait réglé le problème. Alors ça m'amène à me poser la question, comment l'environnement nous prédispose ou nous conditionne à croire aux fake news? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, je vais peut-être prendre la question dans un autre sens. Comment est-ce que les gens ont été éduqués aujourd'hui vis-à-vis de leur rapport à l'information? Et on a été éduqués avec la titrologie. Attention, les fake news ne sont pas nés avec Internet. On a été informés avec la titrologie. Quand on a passé 20 ans à croire à tout ce qu'on nous met à la une des journaux, c'est ça. Mais forcément, on se dit tout ce qui est dit par un journaliste, tout ce qui est dit par un média est systématiquement vrai. Absolument. C'est faux. Donc cet environnement nous a conditionnés pendant 2, 3, 4 décennies pour certains. Et aujourd'hui, on n'a plus de repères, on n'a plus de référentiels de vérification d'informations. On prend, on avale et on distribue. Mais on n'apprend pas ça à l'école, par exemple. Moi, aux États-Unis, j'ai appris ça à Media Literacy, qui est une classe qu'on est obligé de prendre. Non. On n'apprend pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, mais c'est tout récent. Et c'est maintenant que les populations commencent à former d'abord les journalistes, ensuite les populations connectées. Mais il va falloir aller un peu plus loin, aller dans les régions reculées, imaginer de l'éducation aux médias et à l'information dans la langue locale. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on dit que les populations sont analphabètes, mais elles sont exposées à WhatsApp, par exemple. Absolument. Et WhatsApp, avec une note vocale en langue locale, tu donnes toutes les informations. On peut passer le message. Alors, monsieur, c'est très intéressant ce qu'on dit. Je propose qu'on marque une courte pause. On va à la pub et on revient juste derrière pour la suite, justement, de ces échanges relativement donc, à la question des fake news. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver, la Côte d'Ivoire, dans tout ce qu'elle a d'essentiel tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne dans la télévision. On est toujours en compagnie de Lassina Sermé, président du réseau des professionnels des médias en ligne, et Israël Guébo, journaliste. Alors, est-ce que je devrais rajouter homme de médias, de communication, diplômé de l'école? C'est pas nécessaire. Bon, d'accord, on va s'en passer, au risque de tomber dans les fake news. Sans transition aucune, l'actu d'ici. L'actu d'ici, c'est évidemment donc ce communiqué du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, la fêtière des transporteurs routiers ivoiriens, qui fait d'ailleurs des recommandations aux autorités. Alors je vous les cite donc verbatim. Aux taxis communaux et taxis compteurs, réduction du nombre de passagers de 5 à 4, y compris le conducteur, soit 2 passagers à l'arrière du véhicule et 1 aux côtés du chauffeur. Aux minicars, communément appelés Gbaka, les sièges du milieu ne seront plus occupés durant cette période d'interdiction liée donc au coronavirus. Aux intercommunaux de 7 places, 5 places seront désormais autorisées. Autre recommandation, le lavage obligatoire des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique des usagers au moment de leur embarquement. Le port de cache-nez pour le conducteur et son convoyeur, encore appelé apprenti, Gbaka, vous l'avez bien compris. Et ces recommandations entrent en vigueur donc à compter de ce lundi. Autre information à retenir dans l'actualité liée
au Covid-19. Donc c'est ce communiqué qui émane de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, l'APBFC, qui tient donc à rassurer les populations que ses membres ont pris les mesures de sécurité et d'hygiène en vue de permettre à la clientèle d'effectuer de façon sereine donc, les différentes opérations. L'APBF donc informe tous les partenaires que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour maintenir la continuité des activités et le traitement des opérations dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. L'APBFCI qui invite donc la clientèle au respect des mesures prises dans les établissements de crédit et recommande d'éviter autant que possible les déplacements non essentiels sur les sites par l'utilisation des nouvelles technologies, notamment le e-banking, le SMS banking, le téléphone, le courrier électronique et les paiements par carte bancaire ou par chèque. L'objectif étant, vous l'avez donc deviné, de réduire les concentrations de personnes et de recourir le moins possible à la manipulation des billets de banque. Voici ce qu'il fallait retenir donc pour ce qui est de l'actu d'ici. Alors, on parlait des fake news et de ce qui se passe dans la tête de ceux qui en produisent, donc, voilà et tout. Comment le citoyen ordinaire, lambda, qui lui n'est pas un spécialiste du traitement de l'information, n'est pas un homme de médias comme Israël Guébo, comment il arrive à distinguer tout de suite la fausse information de la vraie information? Est-ce qu'il y a des hints, est-ce qu'il y a des astuces? Déjà, il faut se référer à la source. Vous recevez une information, Oui. la première question à se poser, elle émane de qui? D'accord, mais j'ai reçu un screenshot, capture d'écran, que je reçois sur WhatsApp. Généralement, le fond est rouge, avec écriteaux en blanc et tout. Le gouvernement va verser de l'acide cette nuit à partir de minuit sur l'ensemble du pays. Comment je peux détecter la source? Il n'y a aucune source là. Il n'y a pas de logo, rien. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Donc c'est faux. Ou généralement, il y a un hashtag, j'ai un ami médecin qui a dit que, voilà, vous savez un peu, comme le disait Pierre, voilà. Voilà, oui, c'est ça la difficulté justement. Mais en règle générale, il faut toujours se conformer aux règles. C'est-à-dire quoi? D'abord, le niveau des langages. Moi, personnellement, quand je reçois de telles informations, je dirais le niveau de langage. Si je n'ai pas, il n'y a pas de... S'il n'y a pas de faute de grammaire, d'orthographe, tout va bien pour l'instant. Tout va bien, le niveau est bon, le niveau de langue est bon, etc. Sauf que celui qui est derrière la fake news, ça peut être quelqu'un qui était très bon en grammaire aussi à l'école. Hein. Donc, il peut bien écrire. Hein. Non, on ne va pas pallier en fait. Okay. Hein. On élimine, d'abord, on cherche la source. Oui. On regarde ici, dans votre cas, il n'y a pas de source. On regarde encore, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de charte graphique pour dire que ça émane de telle maison de production, de tel site ou de tel média, etc. On regarde le niveau des langues, c'est bon, c'est un niveau acceptable, ça vient d'un cadre comme Israël Guébo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je suis professionnel de la communication, j'ai mon attitude à adopter, mais si je ne suis pas professionnel, attends, je vais me référer aux professionnels. D'accord. Moi, j'ai une astuce. Oui. Ça passe partout, qu'on soit en Sibérie, en Côte d'Ivoire, à Tengrela ou à Zouan, enfin, je ne sais pas moi. Une information, quand elle est importante, elle est reprise par les sites les plus référencés. RFI va s'y mettre, France 24, enfin, nos sites locaux, et tout le monde va en parler avec une source claire. Vous recevez un message, un screenshot qui vous dit on va verser de l'acide. Il n'y a aucun communiqué qui existe, aucun média n'en parle, c'est juste pas possible. On ne peut pas gober cette information. Et pourtant... Non, l'information, non, vous citez des sites de référence de la presse internationale. Oui, même ici, localement, au plan africain, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, un média sérieux, enfin, si c'est une information qui émane du gouvernement, le gouvernement communique certes, mais le gouvernement prend la peine d'envoyer copie à tous les médias référencés. Donc vous avez une information, vous cliquez sur un site référencé, enfin 2 ou 3 sites pour faire du recoupement. Non, Cheikh, là vous soulevez un problème important, et moi Oui. je vais en profiter justement pour interpeller surtout l'administration. Il y a eu des cas très récents où des administrations sortent des communiqués sans papier en tête. D'accord. Sans papier en tête, oui, dans ce pays. Et là, comment recouper une telle information? Et aujourd'hui, je reçois une telle information et demain, je me rends compte que l'information est vérifiée, elle est juste. Attends, demain, si je reçois une autre information de telle manière, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas y croire? Brouiller les pistes, ouais. De ne pas dire que c'est juste. Donc justement, ça amène le problème de travailler sur les chartes graphiques des entreprises, des administrations, des organismes, etc. Israël. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'action de ceux qui fabriquent et ces fabricants de fake news. Vous vous souvenez très bien du communiqué du COSIM, il y a quelques mois en arrière, Absolument. avec le logo et avec un courrier très bien rédigé qui était attribué au COSIM et en réalité qui n'était rien. Mais c'était un communiqué qui aurait pu passer même dans la presse. Donc, ma posture à moi, quand je reçois une information, systématiquement, elle est fausse. Et je vais, comme tu l'as dit, Cheikh, je vais regarder maintenant sur plusieurs sites. Parce que normalement, je vais dire,
quand une information est vérifiée, elle est quand même reprise là où on l'attribue. Mon premier réflexe serait d'aller sur la page Facebook, par exemple, du COSIM ou de le site Internet pour voir est-ce qu'effectivement ça a été posté. Première chose. Deuxième chose, est-ce que si ça a été posté, est-ce que d'autres sites l'ont repris? Et puis troisièmement, est-ce que si ça a été repris, comment est-ce que c'est traité derrière? Donc, il y a tellement de choses qui sont faites. Mais le pire, c'est que les fake news arrivent par des SMS. Et sur le SMS, on n'a aucun logo, on n'a aucune en-tête, on n'a rien. Donc comment le citoyen lambda qui est au fin fond de Benta, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, arrive à déterminer que le SMS qui est là est totalement faux ou est totalement vrai? C'est la grosse difficulté. Et pour moi, c'est un travail à faire, mais sur du long terme. C'est de la sensibilisation, c'est de la formation. Il faut que les populations, quand elles reçoivent une information, se disent attention, c'est vrai, ça a l'air crédible, mais c'est faux. J'ai toujours une radio locale, je vais appeler la radio, je vais aller voir le journaliste local, je vais aller voir le correspondant de l'AIP dans le coin, vérifier mon information. Et c'est le réflexe qu'on doit avoir. Ça paraît laborieux, ça paraît long, ça paraît lent, mais il faut. Moi, je dis toujours que je préfère être le dernier à donner une information qui est vraie qu'être le premier à lancer une fausse information. Sauf que ça devient inquiétant quand un journal référencé publie une information qui n'est pas vraie, comme on en a parlé d'ailleurs en début d'émission. Ça, c'est jouer avec les émotions des gens, parce que je pense aussi l'état dans lequel nous sommes au moment où nous recevons le message, on a tendance à checker ou ne pas checker. En tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre la désinformation? Moi, je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont faites. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui, conscientes du fait qu'il faut diffuser les bonnes informations, se mettent ensemble et envoient un flot de bonnes informations. Ça va noyer et tuer au fur et à mesure toutes ces fake news-là. Quand on a 100 mauvaises informations et une seule bonne information, finalement, on se dit, si tout le monde en parle, alors c'est vrai. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Donc, il faut qu'il y ait le maximum surtout les populations connectées, commencent à elles-mêmes à mettre sur la toile des informations qui sont vraies et vérifiées. Et cela avec l'aide des journalistes. Et je le dis, si nous, journalistes, qui sommes les garants de l'information, nous ne sommes pas suffisamment conscients pour mesurer ce que nous publions, mais forcément, on induit tout le monde en erreur. Je veux dire, aujourd'hui, si NCI donne une mauvaise information, c'est des millions de spectateurs qui vont le répondre. Comme la télévision l'a dit, alors c'est vrai. Donc, il faut vraiment que nous soyons d'abord les premiers conscients de cela. Ensuite, que les populations soient sensibilisées et éduquées à ces fake news-là. Oui, c'est dans le même sens. Surtout pour des professionnels des médias, il faut faire attention. Parce qu'il y a une étude qui a démontré que quand vous passez des dizaines d'années à asseoir votre crédibilité, votre sérieux, et que par une certaine légèreté, vous balancez une fausse information, attends, mais tout ce travail qui a été battu tombe à flot. Clair. Une bonne information, une douzaine d'informations que vous avez données, des scoops ou des exclusivités, comme on le dit dans notre jargon, un petit fake news vient faire tomber tout ça à flot. Donc il faut beaucoup faire attention et traiter avec beaucoup de responsabilité les informations qu'on a. Et puis il y a des sites qui sont spécialisés aujourd'hui dans le fake news, des sites très connus, je ne les citerai pas ici, mais qui en ont fait leur... Chougra. Oui, leur business, je viens de dire ainsi, parce qu'ils savent que voilà, ça attire de l'audience, ils vont vendre de la pub derrière. Donc, absolument. Mais ça, également, je pense que c'est aussi aux organes de régulation de pouvoir taper du poing sur la table et puis de prendre les mesures qui s'imposent. Alors, les réseaux sociaux sont par excellence le terreau de fabrication, j'ai failli dire le réceptacle même, pour ne pas dire autre chose, des fake news. Vis-à-vis de la loi, quelle est la responsabilité de celui qui administre une page sur laquelle beaucoup d'utilisateurs passent le clair de leur temps à distiller de la fausse information? Et vis-à-vis de la loi, donc parallèlement à cela, celui qui constamment transfère des informations qu'il reçoit, sachant bel et bien que c'est de la fake news, est-ce que légalement, ce dernier également peut être incriminé? Mais aujourd'hui, surtout en danger, il y a la récente loi. Oui, la récente loi qui a été promulguée à fin 2017. Donc la loi de 2017 prend désormais en compte les nouveaux médias. Donc la presse numérique est désormais prise en compte. Ce que je voulais dire, je voulais m'appuyer encore une fois sur des exemples précis. Vous avez vu lors des obsèques de DJ Arafat. C'est cela. Il y a une jeune fille qui a été interpellée, mais dans ses explications... J'ai vu, on a vu, c'est pas lui qui est dans le cercueil. C'est pas son corps. Oui, mais je pense qu'ils sont allés de transmission en transmission. C'est ça. À la réalité, elle n'était pas la première personne qui a balancé l'information, mais elle a transmis l'information à quelqu'un d'autre et on a pu mettre la main sur elle. Mais en application de cette nouvelle loi sur la presse, le régime juridique de la presse, tout le monde aujourd'hui est pris en compte. Donc, si vous divulguez une fausse information, les pouvoirs publics vont vous interpeller. Donc, si je reçois moi un WhatsApp avec ma fameuse capture d'écran que j'envoie à Pierre et à Princesse,
légalement, je suis Oui, il y a on peut poursuivre, l'article précise, l'article 90 de la nouvelle loi sur la presse, et qui dit que quiconque diffuse une information qui est de nature à semer le trouble. Donc quiconque, ce n'est pas les journalistes, quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est lambda, et qui diffuse une information, ça peut être un transfert d'informations, ça peut être une diffusion, ça peut être un commentaire qui est laissé sous un post. Et pour revenir à ta question, Cheikh, sur la responsabilité des personnes qui administrent les pages et les groupes, je pense qu'il y a deux choses. Pour les pages, les administrateurs ont toute la responsabilité de ce qu'ils publient, parce que c'est eux qui publient. Dans les groupes, ce sont les adhérents à différents groupes Facebook-là qui, eux, publient. Mais il revient à la responsabilité des administrateurs ou des propriétaires de ces groupes de mettre une charte et d'indiquer ce qui peut être fait ou ce qui ne peut pas être fait et finalement s'autoriser, se donner le droit de retirer une personne. Le danger avec les réseaux sociaux, c'est que c'est finalement l'une des formes les plus abouties de la liberté d'expression. Et on ne peut pas fermer les réseaux sociaux, on ne peut pas interdire les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je suis contre le fait qu'on censure les réseaux sociaux. Même en période électorale? Même en période électorale. Par contre, je pense que le travail ne doit pas se faire en période électorale. Si, auparavant, les années antérieures, on a pris le temps d'informer, d'éduquer et de sensibiliser les populations, lorsqu'on arrive à une échéance électorale, on a des populations qui sont suffisamment matures et mûres pour savoir qu'il ne faut pas diffuser de mauvaises informations. Mais si on attend pendant la période électorale pour brandir les sanctions, on aura tout faux. Parce qu'entre l'usage que les populations font des nouveaux médias ou du web et les sanctions qu'on brandit, il y a le fossé de la formation et de l'éducation qu'on a loupé. Donc c'est à cela qu'on a travaillé avant de brandir. C'est un autre débat. Oui, je voulais ajouter que cette nouvelle loi également impose désormais, surtout aux médias, indépendants sur les réseaux sociaux, d'avoir ce qu'on appelle des modérateurs. C'est-à-dire que vous êtes un site web, une agence de presse, vous avez un pendant, vous avez donc une page Facebook, à partir de laquelle vous publiez aussi, vous faites des publications. La nouvelle loi vous fait obligation d'avoir un modérateur qui soit un journaliste professionnel aguerri, qui puisse modérer donc tous les commentaires qui s'y font. S'il y a un commentaire qui ne va pas dans la droite ligne de ce qui est dit par la loi, ce modérateur donc doit pouvoir l'extirper, l'enlever. Très bien. On va marquer une petite pause, juste peut-être transiter par ce petit film qu'on a retrouvé sur Internet, qui est en lien toujours avec le coronavirus. On le disait tantôt d'entrée d'émission, c'est vrai qu'il y a le coronavirus, mais il y a la vie aussi, donc on peut en rire parfois. Vous savez, quand on est en danger ou quand on a le dos au mur, on a une intelligence soudaine qui se révèle et tout. Voici quelqu'un qui, lui, n'ayant pas de quoi faire face justement à ses besoins quotidiens, a trouvé une astuce qui est à saluer d'ailleurs. On regarde, on revient juste après. Oh, mais grand qui, faut qu'on s'en dehors. Ah, mon petit, laisse-moi ça. Depuis là, on n'a rien. Depuis là, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas le travail. On est poché. La fin du coronavirus, c'est venu tout gaspiller les choses. Laisse-moi le honorer là, c'est quoi? Bon, là, je suis battu 500. Bon voilà, la SINA, en cas de confinement total, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Donc rien de compliqué, on marque une pause, on revient dans quelques petits instants seulement pour la suite de la télé d'ici sur NCI. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Télévivre la Côte d'Ivoire. Votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes le 23 mars, messieurs, dames, au cas où ça vous aurait échappé. Et tous les ans, le 23 mars, c'est la célébration de la journée mondiale de la météo. Et sur NCI, qui dit météo, dit forcément Maïmouna Ebrard, qui va d'ailleurs nous rejoindre dans quelques petites secondes seulement.
C'est beau cette musique. Ça va, Maïmouna? Bonjour, Cheikh. Merci. C'est un peu notre invité spécial. Hein. C'est inhabituel. Alors, c'est la journée mondiale de la météo. Météorologie. Alors, je reviens. Qu'est-ce que la météo représente d'ailleurs pour le citoyen ordinaire? C'est quoi l'importance de la météo? Alors, je reviens rapidement avec des termes très simples sur ce qu'est la météorologie. Donc, c'est une science qui étudie le temps. Donc, cela permet donc de mesurer différents paramètres comme la température, le taux d'humidité dans l'air, la pression atmosphérique ou bien encore le vent. D'accord. Alors, cette année, on l'a dit, 23 mars, journée mondiale de la météo. Et autant que je sache, l'Organisation mondiale de la météo, tous les ans, place la célébration sous un thème bien précis. Qu'est-ce qui a retenu cette année? Alors, donc chaque année, il y a des forums, des conférences et des activités qui s'articulent donc autour du climat. Et le thème choisi cette année, c'est le climat et l'eau. D'accord. Pourquoi? Voilà, donc alors pourquoi l'eau? Alors l'OMM, déjà, je vais revenir sur ce que c'est. C'est l'institution des Nations Unies qui est spécialisée dans la météorologie. Et depuis sa création, l'OMM joue un rôle très important dans l'amélioration de la sécurité et des conditions de vie de l'humanité. D'accord. Voilà, et donc cette année, les Nations Unies et la Banque mondiale se sont donc mobilisées et se donnent un objectif de 10 ans pour remédier à la crise de l'eau dans le monde. Et ce programme d'action s'appelle donc « Faire que chaque goutte compte ». Et donc, je vous laisse regarder tout de suite un extrait et un message de sensibilisation. Voilà, et différentes actions à entreprendre donc pour mener à bien ce développement, cette mission de développement durable, objectif 2030. Parfait, on regarde alors. Un objectif n'est rien d'autre qu'une promesse. Et une promesse ne vaut rien si on ne la tient pas. L'eau, c'est notre ressource la plus précieuse. Seulement 0,5% de l'eau sur Terre est directement utilisable à des fins humaines. Notre monde réclame toujours plus d'eau. Et cette ressource doit être partagée entre toutes les nations. Aujourd'hui, 40% de la population mondiale est confrontée à des pénuries d'eau. Le changement climatique, qui est l'un des plus grands défis de notre temps, provoque une multiplication sans précédent des catastrophes naturelles liées à l'eau. Les sécheresses et les inondations ont des effets de plus en plus dévastateurs. Tandis que la croissance démographique fait augmenter la demande d'eau, de nourriture et d'énergie. Les fleuves s'assèchent avant d'atteindre la mer. Aujourd'hui, notre promesse est en danger. En notre qualité de chef d'État et de gouvernement membre du panel de haut niveau sur l'eau, nous lançons 3 appels à l'action. Arrêter la fuite en avant, mobiliser tous les flux, augmenter la pression. Arrêtons de nier l'existence d'une crise mondiale sur l'eau. Arrêtons la surconsommation d'eau et les gaspillages. Arrêtons la pollution et la destruction de nos cours d'eau. Arrêtons la propagation de bactéries qui tuent nos enfants. Arrêtons la corvée d'eau pour passer plus de temps à l'école. Tout se joue aujourd'hui. L'eau s'est imposée sur le devant de la scène. La décennie d'action des Nations Unies pour l'eau a commencé. Le monde attend de nous que nous tenions notre promesse. Nous devons tous passer à l'action. Si l'avenir de l'eau vous importe, rejoignez-nous. Alors, je rappelle à Israël et à la CINA que ce n'est pas une fake news, hein. C'est une vidéo qui émane justement de l'Organisation mondiale de la météo. C'est assez grave, je retire 2 informations clés. 0,5% de la quantité d'eau mondiale est directement utilisable par les humains et 40%, un chiffre clé qui a un rapport avec 40%, je ne sais pas si vous avez retenu, mais je vais dire c'est assez inquiétant quand même. Ouais. C'est assez inquiétant. Alors, Maïmouna, dans quelques petits, on va dire quoi, 1 heure, ce sera le bulletin de la météo. Est-ce qu'on peut quand même avoir en exclusivité le temps qu'il fera demain? Malheureusement, je vous invite à suivre votre bulletin quotidien, donc après le JT, aujourd'hui à 20h05. Voilà. Bon, c'est dommage. Elle a commencé sa phrase malheureusement. Bon, on aura tout essayé en tout cas. Merci Maïmouna. Merci à vous. Merci pour ces précieuses informations. Évidemment, voilà. Et on va évidemment suivre avec beaucoup d'intérêt la météo de Maïmouna tout à l'heure à partir de 20h05. On
On poursuit évidemment donc, le cours normal de cette émission, de ce programme Next Step, c'est le kiff du web de Princess. Oui. Princess qui n'échappe pas du tout à cette histoire de coronavirus, franchement, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on parle de la paranoïa de social distance. Vous avez pu remarquer, on est tous 1 mètre ou un peu plus avec Chèque, comme d'habitude. Ouais, sûrement peut-être parce que je suis le plus affecté de l'affaire, mais c'est pas grave. C'est pas plus mal non plus si c'est le cas. Ouais. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui est assez drôle. Bon, ils prennent vraiment ça à l'extrême. Hein. D'accord. Donc voilà, sans plus tarder, la petite vidéo. Voilà, c'est bien. Ils font rire d'ailleurs de ce coronavirus dont on va se débarrasser assez rapidement. Rien à voir, on l'a dit donc avec le corona des xénophobes. Le prénom des corona. On parle de fake news. Messieurs, on va marquer une courte pause juste derrière. Je vais vous demander justement la fake news la plus inimaginable, la plus grosse que vous ayez pu entendre ou lire ou je ne sais pas voir jusque-là. On marque une pause, on revient dans quelques instants seulement. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de cette télé d'ici consacrée aux fake news. Alors messieurs, la chose la plus inimaginable, la plus intolérable que vous avez pu lire ou voir ou entendre jusque-là, voilà pour vous 4, messieurs, dames. Lassina, peut-être? Oui, mais non, avant ça, je voulais qu'on revienne sur la précédente vidéo. Oui. En fait, je remarque que désormais, dans les rues d'Abidjan, on est tous stigmatisés, on ne peut plus tousser. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais... Même éternuer, ça... Il faut faire quelque chose. Hein. Non, on a vu encore une vidéo circuler, quelqu'un qui devait rentrer dans un taxi. C'est ça. Ah oui, si. Oui. Donc c'est il y a vrai. lieu de sensibiliser les uns et les autres aussi sur ça. D'accord. Que toutes les toux ne sont pas forcément liées au corona. Absolument. Ah oui, absolument. Virus. Oui. On toussait avant. Donc moi, en guise de conclusion, c'est que tout est réglementé en matière de réseaux sociaux, de presse numérique en Côte d'Ivoire désormais avec la loi de décembre 2017. Donc il faut publier avec responsabilité, il faut s'assurer que tout ce qu'on donne comme information, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les médias formels constitués, il faut s'assurer que ces informations sont justes et qui obéissent, n'est-ce pas, à l'origine, à l'exactitude et, n'est-ce pas, au principe, n'est-ce pas, de la bonne information avant qu'on ne balance toutes les informations qu'on a et qui tombent là-dessus, parce que la loi est là et on peut, n'est-ce pas, subir la rigueur de cette loi, qu'on soit journaliste ou pas. D'accord. Israël? Moi, les deux plus gros fakes m'ont vraiment presque ébranlé. Le premier, c'est une vidéo du pape qui dit être légalisé la pédophilie et qui est dite en latin, traduite en français sur une chaîne qui s'appelle D-News. Et qui a fait le tour du monde et qui a mis des communautés les unes contre les autres.
Et en réalité, non, c'était un fake, quoi. C'est quelqu'un qui a détourné ça. Et deuxièmement, c'était une photo d'un prétendu homme de Dieu qu'on voit en face de lui, une dame qui enlève ses dessous. Et cette photographie a été mise. En réalité, c'était dans un film. Et quelqu'un a fait la capture d'écran. Et la balancé sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, certains pasteurs font ceci, cela. Et donc ça fait vraiment le buzz. Et les gens n'ont pas pris le temps de regarder, alors qu'il suffisait juste de prendre cette photo et de la mettre à l'intérieur de Google pour voir où le film... Et on est sûr que quand on touche la fibre religieuse, on touche des millions de personnes à travers le monde. Donc l'impact est encore plus nocif. Princesse ? Hier, le décès de Manu Dibango, qui n'est pas mort. Oui. Ça, c'est pas cool. Qui a dû produire d'ailleurs un communiqué, enfin via donc son manager. Tout à fait. Pour dire que c'est vrai qu'il a été testé positif au coronavirus, mais il se repose et tout va bien. Pierre ? Encore une fois, la fibre religieuse, on a cette fameuse vidéo d'un discours de Donald Trump et tout d'un coup, dans la foule, on entend quelqu'un qui crie « Allah Akbar ». On a Donald Trump qui se baisse, effectivement, encore une fois, fake news et manipulation pour stigmatiser une frange de la population. Mais tenez-vous bien, ça a été repris aussi avec le coronavirus. Ah ouais. Ils ont fait monter quelqu'un sur la scène qui parle de Donald Trump qui ont dit coronavirus. Et bon, voilà, c'est la débandade totale. On va marquer une pause juste derrière. On sera rejoint par Titi sur la scène de la télé d'ici pour le live de cette émission. On se retrouve dans quelques instants seulement. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir, émission consacrée aux fake news. Merci à Lassina Sermé, merci à Israël Guébo, merci à Princesse et à Pierre de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Une émission réalisée par Monsieur Ossoou, Guy François, qui célèbre d'ailleurs 1 an de plus aujourd'hui, me fait-on dire. On va lui souhaiter donc un agréable anniversaire, en même temps que Eric Nguessan, opérateur-serveur. Voilà, ils sont nés le même jour, pas de la même génération, du même jour. On fera peut-être après le lien pour essayer de comprendre un peu... ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Voilà. On laisse en compagnie d'une sublime voix, une sublime silhouette également. Je ne sais pas si on peut aussi faire un lien. Je ne sais pas, elle se nomme Titi. On me dit qu'elle chante depuis qu'elle est toute petite. Bon, je l'ai découverte il y a peu. Elle chante très bien et ce soir, elle a décidé de nous reprendre sur la scène de la télé d'ici 2 titres, notamment Falling de Alicia Keys et Beyond de Reine Pélagie, 2 prestations court sur court. On se retrouve demain d'ici la Take Care. Titi, right now. C'est la scène de la télé d'ici. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, and sometimes I feel loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way I love you. I never feel this way. I know you give me so much pleasure and cause me so much pain. Just when I feel, take a moment for the road. I still falling back in love with you, singing. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone.
Je sens qu'Israël a aimé, ce n'est pas une fake song. Merci d'applaudir Titi. Bravo, good job.